Bonjour à tous, donc moi je suis Arthur Magne, CTO et cofondateur de la startup Promise. En 10 secondes, Promise, c'est une startup qui maintenant a 5 ans, qui a été créée à Bordeaux à la suite de travaux de thèse de Cédric, qui est dans le chat, là, au laboratoire de recherche en informatique de Bordeaux. Et donc on l'a créée à 3 associés, donc Cédric, Xavier Blanc, qui est directeur du labo de recherche de Bordeaux, et moi-même. Et ça fait maintenant 5 ans qu'on travaille sur le sujet de la qualité logicielle, notamment sur tout ce qui est accompagnement des équipes de développement dans le partage de connaissances et dans la montée en compétences sur tout ce qu'on va appeler des bonnes pratiques de développement. Quand on parle de bonnes pratiques de développement, on va parler de pratiques de test, de pratiques de clean code, de pratiques de sécurité, de performance, d'architecture, de nommage, de commentaires, de ce que vous voulez. À partir du moment où c'est du code, en fait, on va avoir des bonnes pratiques à appliquer dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut appliquer ces pratiques? Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà eu un petit peu d'expérience peut-être là-dessus, mais si jamais on ne suit pas mal de bonnes pratiques de développement, le code qu'on produit va être très difficilement maintenable, également testable, et donc on va avoir forcément un nombre de bugs qui va grandir avec le temps et une maintenabilité de notre logiciel qui va être de plus en plus compliquée. Donc évidemment, quand on écrit du code, on ne l'écrit pas pour nous ou juste pour faire passer une feature. On l'écrit aussi en pensant à l'avenir, en pensant aux autres développeurs qui vont repasser sur notre code. Et en fait, le but, c'est de faire évoluer les projets en n'ajoutant pas uniquement de la fonctionnalité, mais également de la valeur technique. Et la valeur technique, c'est du code qui soit facilement maintenable, évidemment, et évolutif, parce que les applications ne sont jamais terminées, il y a toujours des évolutions à faire, etc. Donc cela étant dit, pour présenter un petit peu le contexte, aujourd'hui, dans les entreprises, il y a une problématique qui apparaît de plus en plus, et surtout en 2021, qui est vraiment la problématique du partage de connaissances. La question, c'est de se dire, aujourd'hui, on a des formations qu'on peut prendre sur 1 ou 2 jours, des formations intenses, c'est pas, sur du Java, sur de l'architecture, etc. On a aussi un petit peu de pair programming qui peut être fait dans certaines entreprises, de la revue de code, etc. Il y a pas mal de pratiques qui émergent dans la plupart des organisations. Mais aucune de ces pratiques est vraiment efficace, on va dire, sur le partage de connaissances de manière collective très rapide. Donc, si on prend par exemple la revue de code, c'est une personne en général qui va relire le code de quelqu'un d'autre, donc on va avoir un échange en 1 pour 1. Et donc évidemment, pour partager des pratiques à l'ensemble d'une équipe ou l'ensemble d'une entreprise, c'est pas en faisant uniquement de la revue de code qu'on va y arriver, ça va prendre beaucoup de temps, on va répéter souvent les mêmes choses, et du coup, c'est pas forcément le format, on va dire, le plus efficace pour ça. Par contre, la revue de code répond à énormément de problématiques, et évidemment, il faut continuer à en faire si vous en faites, et si vous en faites pas, je vous encourage à en faire. Mais avec pas mal de retours d'expérience, en fait, ces dernières années, de plusieurs équipes, justement, qu'on a accompagnées, on s'est rendu compte qu'il manquait aujourd'hui dans les entreprises un format d'échange vraiment collectif pour faire progresser l'ensemble des membres d'une équipe et vraiment pour aligner les pratiques au sein d'une équipe et au sein de plusieurs équipes d'une même entreprise. L'idée, c'est d'éviter le symptôme qu'on pourrait appeler de héros dans les entreprises où si jamais vous avez quelque chose à faire en Java, il faut demander à telle personne parce que lui, c'est un expert Java et c'est lui qui est vraiment le gardien de toute la connaissance autour du Java. Et donc, dès qu'on a une question, il faut aller lui demander. Ça, c'est typiquement le symptôme qu'on veut éviter parce que si cette personne part en congé ou quitte l'entreprise, on est tous pas bien et ça va être très compliqué. Donc, le but, c'est vraiment que cette personne puisse partager ses connaissances facilement au reste de l'équipe et qu'elle-même puisse apprendre des connaissances d'autres personnes de l'équipe, peut-être sur des sujets qu'elle maîtrise moins, notamment du front-end, des tests, de l'architecture, etc. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on est tous très compétents sur certains domaines. Par exemple, moi, ça va être plutôt le JavaScript, le CSS, voilà, ça vaut ce que ça vaut, le front, du web, etc. Mais je suis super nul quand il faut parler vraiment de sécurité, par exemple, ou de performance au niveau des algos, etc. Et sur ça, je me repose souvent sur des connaissances de certains de mes collègues. Et l'idée, c'est de se dire qu'on est forcément incompétent, entre guillemets, dans certains domaines. Et le but, c'est d'essayer d'apprendre des autres membres, au moins de notre équipe, pour pouvoir partager cette connaissance. Bon, là, j'ai fait la longue intro un petit peu pour poser le contexte. J'imagine que c'est peut-être quelque chose que vous pouvez retrouver dans votre expérience, dans ce que vous avez vécu dans vos entreprises. L'idée maintenant, c'est de montrer ce qu'on a créé comme format pour essayer de contrer
ce problème de silo, on va dire, qu'on peut avoir au sein d'une équipe ou au sein des connaissances de certaines personnes. Donc, on a développé une plateforme qui s'appelle Promise, comme notre entreprise, qui vient supporter un nouveau format d'échange qu'on a appelé des ateliers craft. Les ateliers craft, c'est quoi? C'est quelque chose donc, qui est complémentaire de tout ce que j'ai présenté, des revues de code, du pair programming, etc. Et c'est un format qui va permettre à des équipes collectivement de monter en compétences, ensemble. Ça va être vraiment un format qui va permettre d'échanger de la connaissance très efficacement au sein d'une équipe. Pour présenter un petit peu du coup ce format, hop, donc je vais montrer à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer un cas concret vraiment d'utilisation d'un atelier craft, comme si on était dans une équipe, aujourd'hui dans une entreprise, et qu'on allait faire un atelier craft justement avec notre équipe. Donc, la première chose à faire, ça va être de créer cet atelier. On peut lui donner un nom parce que l'atelier peut porter sur un sujet en particulier, par exemple de l'architecture, de la performance, du JavaScript, etc. Et ce qui va se passer, je réduis la fenêtre, c'est qu'on va poser une date de ce qu'on appelle la rétrospective. Donc, en fait, la rétrospective, ça va avoir lieu, par exemple, chez nous, chez Promise, elles ont lieu le vendredi de 14 à 15 heures. Donc, c'est un format, en fait, qui va durer 1 heure, où on va être ensemble avec toute l'équipe et on va pouvoir discuter de ce qu'on a identifié pendant cet atelier craft. La durée de l'atelier, ça va être 1 semaine ou 2 semaines en fonction de l'organisation des équipes. En général, ça peut suivre les sprints, par exemple, si c'est des sprints de 2 semaines. Ensuite, on va définir une limite de bonne pratique à identifier par personne. Ça, j'y reviendrai plus tard. Et enfin, on va choisir un sujet. Le sujet, c'est quoi? Ça va être quelques fichiers de code source récents. Donc, évidemment, pas de code legacy, ça n'aurait pas vraiment de sens. Par contre, voilà, quelques fichiers récents qui sont pertinents et sur lesquels on pourrait avoir des choses à dire. Peut-être qu'il y a des choses à améliorer sur ces fichiers, ou peut-être qu'il y a des choses, justement, qui sont très bien faites et qu'on aimerait bien voir ailleurs. Et donc, on va se servir, en fait, de ces fichiers comme d'un support pour pouvoir discuter. Donc là, j'ai pris dans mon exemple un fichier de test unitaire en JavaScript et un fichier d'API. Donc, pour mettre un peu de contexte, je suis dans le cas d'une équipe e-commerce. Là, donc, mon espace s'appelle Marketplace Web. Et dans mon équipe, du coup, on travaille en JavaScript. Et donc là, en fait, c'est les 2 fichiers qui gèrent le panier de mon site e-commerce, donc le fichier de test et le fichier d'API. Donc, une fois que je crée mon atelier, hop, tous les membres de l'équipe, en fait, vont pouvoir aller faire cet atelier dans la semaine. Alors, pour présenter un petit peu aussi les dernières nouveautés qu'on a sorties dans Promise, vous voyez ici, il y a un encart leçon qui permet justement de comprendre un petit peu le fonctionnement des ateliers craft. Donc, si je clique sur découvrir, ici, en fait, je vais avoir des petites vidéos qui vont montrer justement ce qu'est un atelier craft. C'est un petit peu ce que je suis en train de vous dire de manière un peu moins détaillée. Voilà, les différentes étapes, la sélection des fichiers, etc. Donc, en fait, ces modules de leçons permettent justement de découvrir un petit peu les différentes étapes de ces ateliers craft et également ce qu'on verra ensemble après, le plugin IDE, le plugin de revue de code et la gestion des pratiques avec les catalogues, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir aujourd'hui de manière détaillée, mais si jamais vous avez une équipe qui veut se servir de Promise, il y aura ce module du coup qui leur permettra de voir assez rapidement en fait l'ensemble de ces fonctionnalités et la démarche à suivre. Hop. Donc alors, je suis Bob, donc on va dire que je m'appelle Bob. Je suis dans une équipe avec 2 autres développeurs, 2 autres personnes. Et là, ce qui va se passer, c'est que pendant la semaine, je vais aller faire mon atelier. Donc, soit je peux le faire quand j'ai un peu de temps dans la semaine, soit je peux le faire juste avant la rétrospective. Certaines équipes font ça. Ils se calent 5-10 minutes avant la rétrospective pour faire justement l'atelier. C'est quelque chose qui ne doit pas être chronophage. Sinon, ce serait refusé, on va dire, par la plupart des équipes, parce que les équipes sont déjà sous l'eau. Donc, le but, c'est pas de leur donner un format qui va en plus leur prendre du temps. C'est vraiment quelque chose qui va prendre, on va dire, 10-15 minutes sur 1 semaine ou sur 2 semaines. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez léger, mais qui pourtant est très efficace, vous allez voir lors de la rétrospective. Donc là, par exemple, je suis avec Bob et je retrouve mes fichiers, je retrouve mon fichier de test et je vais aller indiquer ce qui, pour moi, est le plus important dans ce fichier, en termes de choses améliorables ou alors de choses justement bien faites dans ce fichier que je trouve positives et que j'ai envie de remonter. Là, par exemple, c'est un fichier de test et je vois que j'ai un des cas de test ici qui s'appelle It should throw an error if user does not exist. Et en fait, ce cas de test est en train de tester un petit peu ce qu'on appelle un SAT pass, un cas à la marge où on aurait une erreur qui serait remontée parce qu'il nous manque des choses, parce que l'utilisateur, par exemple, n'est pas trouvé ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est quelque chose de très bien sur des tests, justement, de ne pas tester uniquement
les cas passants, mais aussi de tester un petit peu les éléments type les retours d'erreur, etc. Donc c'est quelque chose que j'aime bien, mais qu'on retrouve assez peu en fait, peut-être sur nos projets. Et dans ce cas-là, je vais aller sélectionner ces lignes-là. Et ce que vous voyez, c'est qu'ici à droite, j'ai l'ensemble des pratiques déjà validées par mon équipe qui apparaît. Et donc, je vais pouvoir trouver si jamais il n'y a pas une pratique qui existe déjà là-dessus. Si jamais elle existe déjà, je vais pouvoir l'indiquer parce que je la trouve très pertinente et je vais remonter cette remarque. Et je vais la chercher, donc je vais taper test, ça passe. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, j'ai aucune pratique qui existe en fait sur ce cas d'utilisation-là. Donc, ce que je peux faire en tant que développeur, donc que je sois stagiaire, alternant, que je sois tech lead ou ce que vous voulez, tout le monde peut proposer des pratiques. C'est vraiment le but. Hein. Là, c'est de manière collective qu'on vient faire des choses. Donc, il n'y a pas un sachant qui va imposer des choses au reste de l'équipe. Vraiment, le but, c'est de pouvoir échanger. Donc là, je vais créer une pratique. Voilà, test, ça passe. Je vais mettre une catégorie parce que c'est du test. Hop. Donc, je vais créer une catégorie test. C'est assez important pour ranger nos pratiques, de pouvoir bien les catégoriser. Et je vais dire ici, est-ce que c'est un bon exemple d'utilisation ou un mauvais exemple d'utilisation? Ben pour moi, c'est un exemple positif, donc je vais le mettre en vert. Hop. Parce que ici, justement, la personne a testé le cas de création d'erreurs, etc. Donc, c'est quelque chose de bien, donc je vais le mettre en positif. À l'inverse, hop, je vais passer sur le deuxième fichier, le fichier d'API. Je peux identifier des choses qui seraient améliorables. Notamment, ici, dans ce fichier, ligne 42, j'ai un commentaire. Et les commentaires, chez nous, on n'aime pas beaucoup ça. On va un petit peu à la chasse à ces commentaires parce que souvent, ils vont paraphraser du code. Ils sont très rarement mis à jour. Ça vient alourdir le code, etc. Et en fait, ici, dans cet exemple, je pense personnellement que le code aurait pu être plus explicite et ça nous aurait permis d'éviter le commentaire. Donc là, je vais sélectionner cette ligne-là. Je vais regarder si j'ai des pratiques qui existent sur les commentaires et je vois que j'en ai deux qui existent. Missing comment ou use only comment when needed. Donc celle-là, elle m'intéresse bien. Donc elle existe. Tac, je vais prendre celle-là. Donc qui indique en fait que les commentaires devraient être utilisés uniquement quand vraiment c'est requis. Pour moi, dans ce cas-là, ce n'était pas requis. Donc ce coup-ci, je vais mettre le tag en négatif en disant, ben voilà, le commentaire ici, pour moi, n'était pas requis. Et je ne vais pas juste dire que c'était améliorable, je vais aussi pouvoir proposer une correction. Donc là, je vais montrer ce que j'aurais fait moi, justement, pour améliorer cet exemple. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est reprendre le code du commentaire, hop, qui dit « Has still enough product in basket ?» Est-ce que j'ai assez de produits dans mon panier pour faire quelque chose? Hop. Et donc, en reprenant le code du commentaire, je vais transformer, en fait, en variable. Et ça me permet d'avoir un double effet qui se coule, on va dire, dans lequel je supprime le commentaire et en plus, en fait, je suis en train de rendre ce que j'ai dans la condition if ici plus explicite en sortant dans une variable. Comme ça me met bien if has still enough product in basket, j'applique quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose d'assez évident pour moi, mais sûrement que la personne qui a écrit ce code-là et qui a mis le commentaire n'était pas au courant que justement, une des pratiques assez simples, c'est de faire d'extraction de variables ou d'extraction de conditions comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir présenter au reste de l'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines personnes auraient peut-être fait différemment. Peut-être qu'ils auraient extrait une fonction ici, ou alors qu'ils l'auraient mis dans un fichier à part, etc. Et notamment, dans cet exemple précis, quand je présente ça à certaines personnes, ils me disent, pour moi, ce n'est pas le commentaire qui m'aurait choqué, c'est le fait que product to update, il expose sa structure interne qui s'appelle quantity ici. Et en plus, il y a un truc bizarre avec l'inférieur ou égal à 0. Et en fait, on est en train de mélanger du métier un petit peu partout là, dans des fichiers en faisant ça. Et c'est très dangereux parce que lorsqu'on va avoir un changement de règle de gestion, par exemple, là-dessus, on va devoir aller, le développeur qui va faire cette tâche va devoir aller chercher où est-ce que ça a des impacts, etc. Donc, évidemment, il y a une chance sur deux qu'il en oublie. Et ça va rendre le code, du coup, beaucoup moins maintenable. Et c'est quelque chose que je n'avais pas identifié au début. Mais c'est en parlant, justement, avec des gens qui m'ont pointé ce truc-là. Et ils m'ont dit, ce qu'ils auraient proposé comme pratique ici, c'est d'extraire, en fait, ce métier, en fait, cette condition métier, directement dans la classe panier ou dans la classe qui gère le prix, par exemple, dans une méthode de classe. Histoire que vraiment ce soit le panier qui gère lui-même, est-ce qu'il a assez de produits dans son panier pour appliquer une réduction, etc. Donc ça montre bien à quel point en fait chaque développeur dans une équipe ou chaque testeur va avoir un regard différent sur le code en fonction de ses connaissances, en fonction de son expérience. Et c'est vraiment le but de ces ateliers, c'est de pouvoir faire échanger justement les membres d'une équipe ou les membres de différentes équipes, ça on en parlera après, justement pour pouvoir faire progresser tout le monde rapidement.
Donc ça, c'est la manière, on va dire, la plus classique de faire l'atelier où j'ai remonté des fichiers et les membres de l'équipe peuvent aller identifier des pratiques sur ces fichiers, puis on va en parler lors de la rétrospective. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est les plugins qu'on a développés, donc des plugins pour les IDE. Il suffit d'aller dans la partie, ici en cliquant sur mon avatar, plugins. Et là, vous avez en fait la liste des plugins disponibles, donc les plugins IDE et les plugins de revue de code qu'on verra après. Pour les IDE, ça fonctionne sur Visual Studio, sur VS Code et sur l'ensemble des IDE JetBrains. Donc c'est tout ce qui est IntelliJ, WebStorm, etc. Ils sont accessibles d'ici, donc directement en cliquant là, j'arrive sur un marketplace. Mais en fait, plus simple, vous avez juste à aller dans la marketplace de votre IDE, par exemple ici dans VS Code, chercher Promise dans la marketplace et vous y avez accès ici. Hop. Et en fait, il suffit d'installer l'extension. Elle est gratuite, elle est c'est une extension VS Code, donc c'est quasiment instantané à installer. Et ensuite, ce qu'il faut faire lorsque vous avez installé cette extension, c'est aller la paramétrer. Et en fait, la seule chose que vous avez à faire si vous utilisez notre version SaaS, c'est d'aller mettre votre clé d'API, qui en fait est votre identifiant personnel, pour lier votre compte justement à votre IDE. Et c'est quelque chose qu'on retrouve ici. En gros, connectez votre compte au plugin, j'ai ma clé d'API, je la récupère, je la branche là. Et une fois que je mets ça ici, en fait, vous voyez à gauche, j'ai la petite fusée de Promise. Et si je clique là, en fait, j'ai tout de suite accès à toutes mes pratiques qui ont déjà été créées par mon équipe, qui ont été regroupées d'ailleurs dans des catalogues. Par exemple, architecture hexagonale. J'ai les pratiques de mon équipe sur l'architecture hexagonale qu'on est en train de mettre en place. Hop. Et je peux avoir accès à la pratique, à sa description et aux exemples de code qu'on a identifiés. Donc ça aussi, j'y reviendrai après. Mais tout ce qu'on identifie dans Promise, en fait, c'est enregistré et on capitalise sur tout ça, justement pour des questions d'onboarding, pour vraiment la centralisation de la connaissance. Donc, je vais fermer ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce plugin IDE? En fait, l'idée, c'est de se dire, maintenant, on n'a plus forcément à aller sélectionner des fichiers en amont et à identifier des pratiques sur ces fichiers. On peut directement, dans notre quotidien, lorsqu'on est en train de développer des fonctionnalités ou n'importe quoi, identifier des pratiques sur le code sur lequel on est en train de passer. Quel que soit le fichier, quel que soit le langage, ça peut être du SQL, du HTML, ce que vous voulez, vous allez pouvoir identifier des pratiques là-dessus. Donc, par exemple, ici, je suis dans un fichier JavaScript et je vois que j'ai une boucle for avec un await à l'intérieur. Et ça, je sais d'expérience que c'est très, très mauvais niveau performance parce qu'en fait, ça va rendre la méthode synchrone ici. Enfin, en gros, on va attendre chaque résultat d'appel qui est asynchrone, ici c'est un appel HTTP, avant de faire la prochaine itération. Et ce que je vois, en fait, c'est que dans ce cas-là, les appels auraient pu être faits en parallèle parce qu'en fait, ils sont tous indépendants les uns des autres. Donc, typiquement, niveau performance, au lieu de prendre 100 millisecondes d'appel, si jamais j'ai 100 utilisateurs, ça va prendre 1 seconde, 10 secondes, etc. Donc, ça va vite monter. Donc, ça, typiquement, c'est pas très bien. Et ce que je peux faire, en fait, tout de suite, c'est pas forcément faire le correctif moi-même et le dire à personne, mais là, je vais aller proposer une pratique. Donc, je sélectionne ce code-là, je fais un clic droit, hop, et ce que vous voyez, c'est qu'ici, j'ai une option Promise qui est apparue, parce que j'ai installé le plugin. Et là, j'ai pas mal de choses que je peux faire, notamment Tag Selection as a New Practice Example. Donc là, je vais aller créer une pratique, en fait, directement à partir de ce morceau de code-là. C'est une pratique plutôt en mode négatif, parce qu'ici, c'est pas bien fait. Donc, je vais mettre use promise.all for parallèle pods. Voilà, en fait, pour les appels en parallèle, il vaut mieux utiliser promise all là pour les faire en parallèle. Peut-être qu'il y a une meilleure manière de faire, ça c'est celle que je connais moi, mais typiquement, si jamais quelqu'un dans l'équipe a une meilleure manière de faire ou qui a déjà créé un service là-dessus, il pourra me l'expliquer en rétrospective. Je vais la ranger ensuite dans mon espace, donc marketplace. Je peux lui mettre une catégorie, alors je vais en créer une nouvelle, je vais l'appeler performance. J'ai dit que c'est assez important de bien catégoriser vos pratiques. Et ça y est, en fait, je viens de poser une pratique en fait là-dessus et on va pouvoir en discuter avec l'équipe à la fin de la semaine, du coup, lors de la rétrospective. Donc, ça me permet de ne pas me prendre la tête pour aller voir tout le monde, etc. et leur expliquer. Je sais qu'on a un créneau prévu une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines où on pourra discuter de ce qu'on a identifié. Donc, je remonte juste de l'information, je pousse juste de la connaissance et on verra ça avec l'équipe à la fin de la semaine. Ce que je peux faire également, vu que je suis dans mon IDE, c'est que je peux proposer, je peux corriger d'ailleurs le code ici. Tac. Donc, j'utilise mon promise all et je supprime le code dessus et voilà. Donc là, j'ai fait la correction en fait. Et ce que je peux faire maintenant que j'ai fait la correction dans mon IDE,
c'est que je peux revenir sur Promise, et vous voyez ici, j'ai une option qui est Send Changes as a Correction to Previous Negative Tag. Donc, envoie en gros les changements que je viens de faire comme étant la correction de ce que j'ai posé précédemment. Donc, je clique sur ça. Ça me dit, est-ce que tu veux bien envoyer pour la correction de la pratique Use Promise All for Parallel Codes? Oui, c'est bien ça. Et là, ce que je viens de faire, en fait, c'est que je viens d'enregistrer mon refactoring et d'envoyer, du coup, automatiquement à Promise. Et comme ça, je vais pouvoir présenter à tout le monde, pas uniquement la pratique de base, mais aussi l'exemple de ce qui était mal fait et l'exemple de l'amélioration que j'ai proposée. Et du coup, on va pouvoir en discuter avec tout le monde et peut-être que justement, certaines personnes vont avoir des suggestions un peu plus avancées. Donc ça, c'est la première chose que je peux faire avec le plugin, vraiment, c'est dans mon quotidien, aller identifier des choses. Également, ce que je peux faire, en faisant un clic droit, c'est utiliser l'option qui est ici, qui est Send Complete File as a Snippet. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer le fichier complet à Promise, justement pour qu'on puisse en discuter avec tout le monde lors d'un atelier craft. Donc là, je sélectionne Marketplace Web. Et lorsque je fais ça, en fait, vous voyez, dans ma page d'accueil, j'ai une liste de snippets proposés. Donc là, j'ai Bob qui a proposé ce truc-là, donc mon fichier, il y a quelques secondes. L'idée, en fait, c'est que tous les membres de l'équipe puissent proposer des fichiers en disant, tiens, ce serait bien qu'on discute de ça, ou de ça, de tel fichier de test, etc. Ils ne sont pas tout de suite ajoutés à l'atelier, donc ils sont en attente. Et par contre, ici, n'importe qui, en fait, peut se dire, ah tiens, ben, c'est vrai que ça va bien avec le thème de l'atelier de cette semaine, donc je vais cliquer sur le bouton « Ajouter à l'atelier en cours ». Et là, je vais l'ajouter à l'atelier. Et une fois que je fais ça, il arrive ici. Et donc, tout le monde, en fait, dans l'équipe, peut aller, du coup, proposer des choses, en fait, sur ce fichier. Alors, pour l'exemple, je vais le faire moi-même, mais considérer que je suis quelqu'un d'autre de l'équipe. Hop, et je vais sélectionner, par exemple, ce morceau de code-là dans le constructeur, et je vais proposer une pratique qui serait constructor should only inject dependencies. Voilà. Les constructeurs, ça devrait seulement injecter les dépendances, et je vois qu'ici, on ne fait pas que ça. En fait, on fait de l'initialisation de trucs, et en Angular, en fait, ça ne se passe pas normalement comme ça, il faut utiliser un $init. Donc ça, c'est quelque chose que je vois ici, donc je vais pouvoir le suggérer à l'équipe. Je propose la pratique, donc ici en mode négatif. Je vous montre ça pour vous montrer l'impact que ça va avoir dans l'IDE, en fait, par la suite. Donc là, ça y est, j'ai utilisé mon plugin IDE pour aller identifier des choses, etc. Maintenant, l'autre manière d'identifier des pratiques, c'est également les plugins de revue de code. Par exemple, si vous utilisez GitLab ou Bitbucket ou GitHub ou ce que vous voulez, normalement, vous faites potentiellement des revues de code. Lorsqu'il y a une merge request qui est poussée, vous pouvez du coup passer sur le code, regarder un petit peu ce qui s'est passé là-dessus et aller faire des commentaires, évidemment, pour dire ça ne devrait pas passer en production pour X ou Y raison, ou alors je ne sais pas quoi. Et l'idée, en fait, c'est que ces revues de code, souvent, vont porter sur, si ce n'est pas hyper bien fait, on va dire, sur beaucoup de code, et on va avoir souvent tendance à répéter un petit peu les mêmes choses à tout le monde, parce qu'on va le faire pour une personne, puis on va le refaire pour une autre personne la semaine suivante, etc. Là, l'idée, en fait, c'est de pouvoir se servir du plugin de Promise, donc, qui est accessible sous Chrome, Firefox, Edge et Opera. Donc là, je l'ai déjà installé ici. Toujours pareil, il est accessible depuis la marketplace, en fait, de vos navigateurs, et directement en cliquant ici sur plugin, vous avez le plugin revue de code pour Chrome, et si je clique dessus, hop, ça va m'amener en fait directement sur la marketplace. Je l'ai ici et je peux l'installer directement. Et une fois qu'il est installé, ce plugin, toujours pareil, il faut le lier avec votre clé d'API pour le lier à votre compte. Et en fait, ce que ça va changer maintenant dans votre vie, c'est que vous allez pouvoir faire un clic droit depuis votre outil de revue de code. Et vous avez ici une option qui s'appelle Show Promise Practices, donc qui va vous permettre évidemment d'afficher les pratiques en fait que vous avez dans votre équipe. Donc là, je vais mettre sur mon espace Marketplace Web. Mon espace, c'est mon équipe, je n'en ai pas parlé, mais c'est vraiment mon équipe Marketplace Web. Et en fait, là, j'ai une petite fenêtre qui apparaît et qui va lister en fait toutes les pratiques qu'on a déjà validées dans mon équipe. Par exemple, Use Specific Fixture, For Each Test, etc. Et en fait, je vais pouvoir me servir de ces pratiques un peu comme une checklist lorsque je fais ma revue de code, si jamais je veux identifier des choses, etc. Donc tout ça, en fait, ça va apparaître ici. Et également, ce qui est, j'allais dire, encore plus intéressant, c'est qu'au lieu d'aller mettre un commentaire pour justement bloquer la revue de code en disant il y a telle chose à modifier, etc., vous pouvez maintenant, lorsque vous voyez des choses toujours pareilles, bien faites ou améliorables, vous allez pouvoir sélectionner directement les lignes qui vous intéressent. Donc ici,
je suis dans un fichier de test, en fait, et je vois que la personne utilisait Moment.js pour moquer justement des dates, en disant, je veux une date il y a 2 semaines au début de la semaine. Et ça, c'est quelque chose d'assez bien, je trouve, personnellement, pour vraiment faire des tests qui sont facilement lisibles, etc. Donc là, je peux sélectionner ce truc-là. Et maintenant, j'ai une option qui est Promise for Code Review. Et ça me permet, en fait, pareil, d'aller taguer la sélection comme un exemple de pratique. Et si je clique sur ça, soit je vais choisir que c'est une pratique existante, soit c'est une nouvelle pratique. Dans ce cas-là, c'est une nouvelle pratique, je sais parce que personne n'a jamais créé de pratique là-dessus dans mon équipe. Et la pratique, je l'ai appelée par exemple useMoment.js to mock dates. Voilà. C'est pas mal d'utiliser Moment.js pour moquer les dates. Et toujours pareil, si ça se trouve, il y a quelqu'un dans l'équipe qui va me dire, en fait, c'est une très mauvaise idée, il y a telle librairie de mock de dates qui est vachement mieux. Mais aujourd'hui, on va dire, c'est le meilleur niveau que j'ai. C'est la connaissance que j'ai, c'est que pour moi, ce truc-là, c'est la meilleure manière de faire. Et justement, je suis preneur si jamais il y a des gens qui ont une meilleure idée justement pour faire ça. Donc, je la mets toujours dans mon espace marketplace. C'est du test, donc je vais réutiliser un tag existant, une catégorie existante qui est du test. Et je vais dire, tiens, c'est un exemple positif ici. Donc, vous voyez, en fait, pendant une revue de code, je peux aussi identifier des choses positives, ce qu'on n'a pas forcément tendance à faire régulièrement dans les revues de code, malheureusement. Mais là, on peut identifier des choses positives en disant, tiens, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment cool. Et là, ça y est, en fait, j'ai identifié des pratiques directement pendant mes revues de code ou pendant que je codais dans la semaine ou depuis directement l'atelier craft. Et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va se retrouver avec l'ensemble de l'équipe, l'ensemble de mon équipe, à la fin de la semaine, par exemple, et on va lancer notre rétrospective. Donc là, je vais la lancer de suite. Hop, lancer la rétrospective. Et ce qui va se passer, c'est qu'une personne va partager son écran aux autres membres de l'équipe, et on va commencer par revoir, du coup, ce qui a été identifié depuis les plugins IDE ou depuis le plugin justement de revue de code. Et chaque personne qui a identifié des pratiques va pouvoir prendre la parole et expliquer pourquoi il a trouvé que c'était bien ou pourquoi il a trouvé que c'était améliorable, etc. Donc, par exemple, ici, ça démarre par Bob, qui a noté Use Promise All for Parallel Codes. Donc, je vais pouvoir expliquer à l'équipe quel était le problème ici au niveau de la performance et le fait qu'une boucle for classique, en fait, ça ne va pas fonctionner parce qu'on va stopper à chaque itération le temps d'avoir ce résultat-là. Je vais montrer également la correction que j'ai apportée, donc qui est enregistrée ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Hop, donc là, j'ai le refactoring avec cette boucle for qui est remplacée par le await promise all avec un user map. Donc, je vais pouvoir expliquer ce que j'ai fait. Du coup, si des personnes ne connaissaient pas forcément le promise all, par exemple, je vais pouvoir l'expliquer. Et ce qu'on va pouvoir faire en équipe, c'est qu'on va pouvoir valider cette pratique si tout le monde est OK avec ça, ou alors l'éditer si jamais des personnes vont dire « Ah, mais en fait, il y a peut-être mieux que de faire ça. » Et donc là, on va pouvoir l'éditer ensemble en équipe. Dans mon exemple, on va la valider parce que tout le monde a trouvé que c'était une bonne manière de faire, donc on va la valider. Ce que je peux faire une fois que j'ai validé la pratique, c'est qu'à ce moment-là, elle va arriver dans notre référentiel de bonne pratique. Et je peux également valider l'exemple. Si je fais ça, hop, je reviens en arrière, à ce moment-là, en fait, depuis n'importe où, quand je vais ouvrir cette pratique-là, je vais retrouver en fait l'exemple qui est ici en mode négatif, c'est pour ça que c'est en orange. Et donc, j'ai un vrai exemple d'un mauvais cas d'utilisation, justement, avec la correction que j'ai apportée. Donc, tout ça, ça va être enregistré et je peux avoir aussi des exemples positifs qui peuvent être relevés plus tard, peut-être sur d'autres fichiers. Et ça permet vraiment à des développeurs de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui est améliorable, et surtout de faire évoluer ce référentiel de bonne pratique pour le rendre vivant et pas le laisser traîner dans un wiki, dans Confluence, par exemple, sans que personne n'aille jamais le regarder ou le mettre à jour, où là, effectivement, ça aurait moins de sens. Le but, c'est vraiment de maintenir ce référentiel avec ce format d'atelier craft régulier, du coup, soit hebdomadaire, soit toutes les 2 semaines, etc. Donc, de la même manière, je vais avoir les pratiques identifiées depuis les revues de code qui apparaissent ici. Donc, par exemple, use Moment.js to mock date. Donc là, je vais dire, tiens, cette pratique-là est intéressante. Et par contre, vu qu'on est en équipe, peut-être que quelqu'un d'autre va prendre la parole et va dire, ah oui, par contre, dans ton expect, là, je vois qu'il y a beaucoup d'attributs en fait qui sont mis, ça alourdit, parce que alors déjà le fichier de test fait 1600 lignes, c'est peut-être pas forcément une bonne idée, sûrement pas d'ailleurs. Mais en plus de ça, voilà, il y a beaucoup d'attributs qui sont vérifiés ici. Est-ce que c'était vraiment utile de les mettre ou pas? Et peut-être que les gens vont dire, ah ben non, peut-être que par exemple les 3 derniers attributs, en fait, ils servent à rien, je les ai juste mis comme ça. Ben là, ce qu'on peut faire à ce moment-là,
c'est qu'on peut ajouter ce fichier à l'atelier en cours. Et pendant la rétrospective, on va aller proposer des pratiques, enfin, on va aller créer des pratiques ensemble. En réalité, c'est ce qui est fait assez régulièrement. En fait, les tags de base, les pratiques de base sont là pour démarrer une discussion, uniquement pour démarrer une discussion, on va en discuter, etc. Mais souvent, pendant la rétrospective, en fait, on va discuter de ce qui entoure un petit peu ça. Et puis, si on dit qu'une méthode, par exemple, est trop complexe ou trop grande, en creusant le sujet, on va se rendre compte qu'elle est trop complexe parce qu'elle fait 2 trucs métiers différents. Et en fait, il aurait fallu sortir quelque chose dans une entité à part, etc. Donc, en fait, de dire juste que la méthode est trop grande, c'est vraiment le postulat de base. Maintenant, il faut creuser, il faut aller plus loin. Typiquement, Sonar est capable de vous dire une méthode a trop de lignes. Maintenant, le fait qu'elle est trop de lignes, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'elle a trop de lignes? Comment on aurait dû faire le découpage? Est-ce que vraiment elle a vraiment trop de lignes ou est-ce que non, c'est un algo complet et en fait, c'est un faux positif, etc. C'est là où c'est important en fait vraiment de discuter en équipe de tout ça. Donc là, j'ai ajouté le fichier atelier. Je crois que je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait. Hop, je reviens dessus, je le fais. J'ajoute ce fichier à l'atelier pour qu'on puisse en discuter ensemble. Je valide l'exemple, voilà. Et à ce moment-là, je vais passer du coup sur des tags identifiés sur des fichiers. Et donc là, vous voyez, en fait, je passe directement sur les différents fichiers et je vais passer sur les tags de tout le monde. Par exemple, Lux Skycoder qui a dit c'est pas bien d'utiliser le refunction dans les tests Mocha, etc. Ici, c'était Anne Dojo qui a dit que c'était intéressant d'utiliser des fixtures pour chaque fichier de test. Et ce qui peut se passer lorsque vous êtes en équipe, c'est que il va pas y avoir un consensus en fait de fait sur une pratique. Par exemple, ici, il y a certaines personnes qui vont pouvoir dire d'accord, c'est bien d'avoir des fixtures pour chaque fichier de test, pour le panier par exemple. Maintenant, si le fichier commence à grandir, que les fixtures commencent à devenir complexes, est-ce que ce serait pas plus intéressant d'avoir des fixtures juste pour chaque cas de test, plutôt que sur chaque fichier de test? Et là, il peut y avoir un petit peu de débat, parce que des gens vont dire ouais, mais peut-être, mais je suis pas sûr, etc. Et ce qu'on peut faire, du coup, à ce moment-là, c'est lancer ce qu'on appelle une battle sur la pratique. La battle, c'est quoi? Ça va juste être on se laisse une semaine de réflexion ou 2 semaines, donc la durée du prochain atelier en fait. Et en fait, pendant la semaine, tous les développeurs, depuis leur page d'accueil, ont accès à cette battle qui est ici en haut à droite. Hein. Et en fait, vous voyez, je peux voter en tant que développeur pour dire est-ce que je suis plutôt pour cette pratique, plutôt contre ou plutôt neutre. Et ce que je peux faire surtout, c'est mettre des arguments en disant pourquoi je suis pour, pourquoi je suis contre, etc. Donc dans l'exemple ici, par exemple, je vais dire que je suis pour, je vais voter pour. Et la semaine suivante, quand on va démarrer en fait notre rétrospective en équipe, on va démarrer la rétrospective par les battles qui étaient en cours. Et donc là, on va pouvoir se mettre d'accord en disant, ben oui, il y a 100% de oui, tout le monde est à peu près d'accord, voilà les arguments. Et à ce moment-là, en fait, on va pouvoir décider ensemble, est-ce qu'on valide cette pratique ou est-ce qu'on la refuse? Et si jamais on la refuse, on peut mettre un argument un petit commentaire de pourquoi est-ce qu'on l'a refusé. Pour des raisons de sécurité, peut-être de performance, etc. Donc là, bon, je vais valider la pratique. Mais voilà, ces battles, en fait, vraiment servent à se mettre d'accord sur des pratiques sur lesquelles on ne s'était pas vraiment mis d'accord. Et c'est assez dangereux de ne pas se mettre d'accord sur quelque chose parce que si la moitié de l'équipe fait d'une manière et l'autre moitié fait autrement, c'est pas forcément terrible pour la maintenabilité du projet. Ça, j'imagine que vous vous en doutez. Hop. Alors, ce que je vais pouvoir faire, je vais vous présenter aussi les dernières fonctionnalités qu'on a sorties justement sur l'utilisation des plugins. Hop. Notamment le fait que je vais valider une pratique ici qui est constructor should only inject dependencies. Et ce qui va se passer en fait à ce moment-là, c'est que maintenant que le tag en fait est validé ici en disant oui, l'exemple en fait est bon, c'est pour ça qu'il est marqué ici comme exemple en fait de code, je l'ai validé. Ce qui va se passer, c'est que quand je vais ouvrir quand n'importe quel développeur va ouvrir son IDE VS Code par exemple et va ouvrir le fichier qui est celui-là, là, Craftroom Edition Modal, vous voyez en fait ici j'ai une petite fusée qui apparaît, donc le logo de Promise là, qui est en orange pour dire en fait qu'il y a un tag négatif qui a été posé ici. Et c'est ce qui a marqué là. Alors c'est un peu petit, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, je suis désolé. Mais en tout cas, il y a marqué negative tag from line 37 à 43, constructor should only inject dependencies. Je peux cliquer là-dessus et j'ai accès à la pratique en fait qui était en lien ici. Et ce que je peux faire, en fait, je ne vais pas forcément créer un ticket dans Jira pour aller corriger ce truc-là. C'est peut-être un peu lourd d'aller créer un ticket dans Jira. C'est une très mauvaise idée de mettre un to-do dans le code en commentaire. Pour un truc comme ça,
de manière générale, on a toujours vu que c'était une mauvaise idée. Peut-être que c'est pas mal, mais vraiment, pour nous, c'est quand même une mauvaise idée. Ce qu'on peut faire, par contre, maintenant, c'est de se dire, si une personne passe sur ce fichier-là et voit ce tag, et qui sait justement comment le corriger, en fait, ici, il y a un bouton qui est Start Correction. Je peux cliquer dessus, et là, ça va dire à tout le monde que voilà, Bob a démarré une correction là-dessus. Et ce que je peux faire, c'est que là, je vais faire la correction. Hop, donc je vais sortir en fait ce truc-là du constructeur, utiliser le onInit d'Angular, récupérer ce truc-là à l'intérieur. Et là, en fait, ce que je peux faire, une fois que j'ai déplacé du coup mon tag, en fait, je peux faire un clic droit et dire, hop, Send changes as a correction to previous negative tag. Donc, toujours pareil, en fait, je vais dire, tiens, je viens de faire le refactoring pour le tag constructor should inject dependencies. Et ça y est, en fait, j'ai fini ma correction. Donc, je peux masquer le tag et ça y est, j'ai terminé. En fait, ma correction a été faite. Et ce qui va se passer, c'est que dans la page d'accueil, vous voyez ici, j'ai le fil d'actualité qui regroupe un petit peu toutes les dernières activités qui ont eu lieu. Et on voit que Bob, ici, a proposé une correction sur cette pratique-là, etc. Donc là, on voit un petit peu ce que j'ai fait, le refactoring, d'avoir sorti ça dans le $init, etc. Et ça va être enregistré, du coup, directement dans la pratique, en fait, là-dessus. Donc, ça permet, en fait, de ne pas forcément avoir à gérer des to-do, on va dire, dans le code, mais c'est plutôt de l'opportunisme, on va dire, où quelqu'un passe sur le fichier, il y avait un truc qui avait été identifié comme améliorable. Si jamais on passe sur ce morceau de code-là, on peut le refactorer, justement, et résoudre ce petit problème qu'il y avait à ce moment-là. Voilà un petit peu comment on peut s'en servir. Dernier point à présenter, c'est le fait que pendant la rétrospective, donc là, j'avais ajouté le fichier, en fait, qui avait été identifié en revue de code. Je l'ai ajouté à l'atelier craft en cours. Et ce que je peux faire, c'est que je peux passer en mode écriture, en mode post de tag, pour aller, avec mon équipe, en fait, créer des nouvelles pratiques. Par exemple, ici, effectivement, c'était bien d'utiliser Moment.js. Par contre, je vois que j'ai des attributs qui ne servaient à rien, en fait, dans mon test, parce que le test échouait sans ces attributs-là. Et donc, ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner ces 3 lignes-là et je vais pouvoir aller créer une bonne pratique qui est liée aux 3 règles du TDD. Alors, hop, ça vient du blog, par exemple, de Oncle Bob qui est ici. C'est la deuxième règle qui m'intéresse, c'est « You must not write more of an unit test, of a test that is sufficient to fail ». Donc, il ne faut pas écrire plus de code de test, en fait, qui serait suffisant pour faire échouer le test. Et là, typiquement, on en a écrit un peu trop. Hop. Et donc là, je vais copier ce truc-là jusqu'à fail, par exemple, ça m'intéresse. Et comme ça, je peux intégrer, en fait, cette pratique ici. You must not write, etc. Je peux la créer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que toutes les pratiques clean code, etc., ne sont pas forcément intéressantes à toutes récupérer dans Promise de base. Là, l'idée, c'est qu'on est passé sur un code où, justement, il y a une des pratiques qui n'était pas forcément suivie. Et dans ce cas-là, on peut la remonter. Ça veut dire que notre référentiel de pratique, il s'appuie sur des choses qu'on a aujourd'hui dans notre code source. Donc, on ne va pas avoir 200 ou 300 pratiques, normalement. On va en avoir justement uniquement celles qui sont vraiment liées à notre contexte d'équipe actuelle, etc. Donc, c'est vraiment l'équipe qui crée elle-même son référentiel et ça permet de s'assurer que le référentiel correspond vraiment à ce que veut l'équipe, évidemment. Donc, je vais dire ici que c'est un exemple négatif, etc. Et vous voyez, vu que je l'ai créé pendant la rétrospective, en fait, cette pratique, je n'ai pas à la valider parce qu'on était ensemble et donc elle est validée automatiquement, en fait, directement. Donc, voilà un petit peu le tour d'horizon de ces ateliers craft. Ce qui va se passer, en fait, c'est que petit à petit, en quelques ateliers, en 1 mois, en 2 mois, vous allez avoir une base de pratiques qui va apparaître, qui va donc se retrouver ici dans la page Mes pratiques. Et ici, vous allez retrouver un petit peu toutes les pratiques créées par votre équipe. Et si jamais cette base commence à grossir un petit peu, ça peut être intéressant de regrouper des pratiques ensemble par thématique, par exemple test, sécurité, performance, etc. Et pour ça, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle des catalogues de pratiques. Donc là, c'est le 3e lien qui s'appelle catalogue. Et par exemple, si je vais dans mes catalogues, je vois que j'ai publié un catalogue qui s'appelle Code Quality. Je peux créer un nouveau catalogue. Par exemple, je vais pouvoir l'appeler test. Et je vais pouvoir sélectionner les pratiques qui sont intéressantes justement sur les tests. Donc, par exemple, celle-là, puis d'autres, etc. Donc, hop, celle-là qui est liée au test, etc.
Et ce qui est intéressant quand vous êtes dans une entreprise où il y a plusieurs équipes qui travaillent, pas forcément sur les mêmes produits, mais qui travaillent sur les mêmes technos, par exemple, c'est que vous pouvez comme ça créer un catalogue, le rendre public. Ça veut dire que vous allez partager aux autres équipes de votre entreprise. Et à ce moment-là, en fait, toutes les équipes y auront accès depuis la page « Explorer les catalogues de la communauté » ici. Et là, en fait, je retrouve tous les catalogues créés par mon entreprise, notamment, je sais pas, le référentiel OWASP sur la sécurité, du BDD. Voilà, plein de pratiques BDD sur la création de scénarios en Gherkin, etc. Des tests, du HTML, CSS, de l'architecture hexagonale, du clean code, etc. Et si jamais il y a un catalogue qui vous intéresse dans votre équipe, parce que vous faites par exemple du BDD ou vous vous mettez à faire du BDD, dans ce cas-là, vous pouvez vous abonner au catalogue. Ce qui va se passer, c'est que les pratiques qui sont ici ne vont pas se retrouver automatiquement dans mes pratiques à moi, parce que si ça se trouve, il y en a quelques-unes qui ne sont pas intéressantes dans mon contexte. Par contre, maintenant que je me suis abonné à ce catalogue, j'ai accès aux pratiques lorsque je veux les poser sur un fichier, par exemple, si je me mets en mode écriture ici. Vous voyez, j'ai les pratiques de mon équipe en premier, et ensuite, j'ai dans mes abonnements, et à ce moment-là, en fait, j'ai les pratiques BDD, par exemple, Avoid Conjunctive Step, Make Atomic Scenario, etc. Make Scenario Atomic. Et donc là, je retrouve les pratiques, et à ce moment-là, en fait, si je veux les poser, toujours pareil, elles vont devoir être validées par l'équipe lors de la rétrospective. Donc vraiment comme si c'était quelque chose en fait de créé par l'équipe, sauf que ça vient d'un catalogue externe. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des différents plugins et d'un cas concret d'utilisation. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez les poser dès maintenant, soit dans l'onglet questions, soit dans le chat directement. En tout cas, j'espère que c'était assez clair et que vous aurez compris un petit peu l'approche qu'il y a justement de faire partager les développeurs d'une équipe ensemble sur ces bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, donc tant mieux, ça veut dire que j'ai été très clair. Mais n'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions. Ou même en passant directement dans l'onglet chat, effectivement, ça peut être encore plus simple. Une dernière chose que je n'ai pas présentée et que je n'ai pas précisé surtout, c'est que si jamais vous voulez essayer en fait ces ateliers craft et Promise dans votre équipe, il vous suffit d'aller sur le site de Promise, donc sur notre site là. Vous tapez Promise dans Google, vous allez sur promise.com. Et en fait, ici, un peu partout, vous avez des boutons « Essayer Promise » qui clignotent un petit peu de partout là. Il suffit de cliquer là-dessus en fait, et vous allez arriver sur la version SaaS que j'utilisais pour la démo là. Et en fait, ça va vous demander de créer votre espace et de créer votre compte juste avec votre mail, d'inviter vos collègues, et tout de suite, en fait, vous arrivez là-dessus. Donc, la version SaaS est gratuite jusqu'à 5 utilisateurs, et vous avez accès aux plugins, IDE et revue de code. C'est surtout utilisé, on va dire, pour essayer un petit peu, pour tester le concept, et pour vraiment expérimenter peut-être sur quelques ateliers avec votre équipe. Et ensuite, on a une version, par contre, on-premise qui est vraiment auto-hébergée chez vous, qui s'installe via Docker et qui vous permet d'avoir vraiment des données cloisonnées, on va dire, dans votre entreprise.